De retour sur le plateau d'Info du Monde pour notre troisième et dernière partie. Merci à vous si vous nous rejoignez sur CNews. La série d'attentats islamistes qui a frappé la France depuis 2015 les a maintenus plutôt dans l'ombre. Ils n'en sont pas moins des acteurs de la radicalisation depuis près de 30 ans. Le mouvement des frères musulmans est né en Égypte en 1928. Il joue un rôle majeur dans la radicalisation des esprits. À quel point est-il présent en France? Quelles sont véritablement ses intentions? On va en parler avec vous aujourd'hui, Alexandre Delval. Merci beaucoup d'être présent. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, professeur de géopolitique, auteur de nombreux essais qu'on va découvrir à l'antenne, notamment le dernier, La mondialisation dangereuse, coécrit avec Jacques Sopelsa aux éditions de l'Artilleur. Vous êtes auteur également du livre Le Projet, aux mêmes éditions. Auparavant, vous aviez consacré une enquête fouillée, précise, avec le reporter Emmanuel Razavi, au projet de subversion des frères musulmans. D'ailleurs, vous avez été entendu par la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation. En quelques mots, Alexandre Delval, pour commencer, depuis le 11 septembre 2001, vous n'avez eu de cesse d'alerter l'opinion sur la dangerosité des islamistes en général et des frères musulmans en particulier. Oui, alors des frères musulmans en particulier parce que les frères musulmans, c'est la matrice du terrorisme islamiste et de l'islamisme institutionnel, les deux mamelles. En gros, les coupeurs de langue, ceux qui vous font taire en vous traitant d'islamophobe, les frères musulmans qu'on connaît bien, et les coupeurs de tête, les djihadistes. N'oublions pas que Ben Laden, le fondateur de Al-Qaïda, le maître de Ben Laden, Abdullah Azzam, était des frères musulmans. Le grand penseur du djihadisme, Saïd Qutb, était un frère musulman. Le Hamas, la première organisation sunnite qui a fait des attentats suicides, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc les frères musulmans, c'est un mouvement terroriste. Et il est interdit dans plusieurs pays parce qu'il est terroriste. Mais en France, il est allié au wok, il est allié à la gauche, à l'extrême gauche, même à l'islamo-droitisme. Il arrive à s'infiltrer partout. Il contrôle des mosquées. La plupart des écoles islamiques qui prennent des noms très andalous comme Averroès, oui. Mais il n'y a aucun livre d'Averroès dedans. C'est pas l'islam tolérant. C'est des écoles des frères musulmans. Ils se font passer en gros pour le contraire de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des antisémites, des complotistes, car ils sont foncièrement anti-juifs. Leur obsession, c'est le juif qui domine tout, et les francs-maçons, bien entendu, et ensuite les croisés qui sont manipulés par les premiers. Et leur but, c'est le règne de la charia sur toute la terre. Et pourquoi l'Europe? Pourquoi la France? Parce qu'ils voient dans les pays multiculturalistes, avec beaucoup d'immigration, une terre de conquête possible. Et ils ont un double objectif. L'immigration, il ne faut surtout pas qu'elle s'intègre. Elle va être intégrée aux mœurs mécréantes. Donc, il faut la paranoïser. Leur stratégie, c'est rendre les musulmans parano pour les pousser à se replier. Le ghetto volontaire. Leur faire croire que tous les mécréants juifs, chrétiens, athées sont hostiles, sont tous racistes, islamophobes. Et ça marche, parce que la parano, ça marche malheureusement. On va voir à l'image d'ailleurs l'emblème, ce qui est leur drapeau d'une certaine manière. Le voici. Jean-Loup, je me tourne vers vous pour encore plus de précision, pour mieux entrer dans ce débat. Qui sont véritablement ces frères musulmans? Encore une fois, vus de France aussi. Oui, très bien. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une organisation ancienne puisqu'elle a été fondée en 1928 en Égypte par l'instituteur égyptien Hassan al-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, qui est vraiment le père de Saïd Ramadan, qui est lui-même le père de Tariq Ramadan. On connaît bien en et donc France, Tariq Ramadan a été longtemps l'un des acteurs principaux en France et en Europe du projet des frères musulmans. Pourquoi est-ce que les frères musulmans ont été fondés? Pour deux raisons. Déjà parce que l'Égypte était une colonie britannique et que les frères musulmans pensaient que la présence coloniale risquait finalement de corrompre l'islam. Ça, c'est la première raison. Et deuxièmement, parce que juste avant, en Turquie, vous avez Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, qui avait aboli le califat, puisque le sultan ottoman était calife, c'est-à-dire qu'il était le chef spirituel, en théorie, de tous les musulmans sunnites. Et Mustafa Kemal abolit le califat et proclame la République turque. Et les frères musulmans ne l'ont pas supporté. Ils veulent rétablir le califat. C'est leur objectif. Et donc, c'est une organisation islamiste qui, d'ailleurs, dans les années 50, 60, 70, dans le cadre de la guerre froide, a été soutenu par les États-Unis parce que les États-Unis considéraient que les frères musulmans étaient un rempart contre le communisme et contre la gauche nationaliste arabe laïque. Ils ont été persécutés en Égypte par Nasser, le président nationaliste égyptien, qui voyait en eux une organisation terroriste. Saïd Qutb a été pendu sous le régime de Nasser. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui est considérée comme terroriste dans beaucoup de pays musulmans, par exemple en Égypte ou aux Émirats arabes unis. Mais pas du tout en France, parce qu'en fait, les frères musulmans ont un projet véritablement, on va en reparler, de conquête. Et pour l'Europe,
ils voient justement dans cette immigration musulmane massive une chance et ils veulent l'utiliser, l'infiltrer et ils développent, ce sont en quelque sorte des trotskistes de l'islam qui développent, comme les trotskistes faisaient de l'infiltration dans d'autres organisations, ils ont une stratégie d'entrisme, d'infiltration permanente. Guillaume ? Oui, c'est ça qui, je crois, crée la dangerosité particulière de cette organisation, c'est qu'ils avancent masqués. Ce que dit Jean-Loup Bonamy est tout à fait exact, il s'inspire des trotskistes. Mais il faut bien comprendre que les trotskistes s'inspiraient eux-mêmes d'organisations très respectables, comme la maçonnerie par exemple, et la maçonnerie s'est inspirée elle-même de structures de l'Église comme les jésuites. Et arrêtons-nous un instant sur ce qui fait leur dangerosité. C'est-à-dire qu'ils ont une ambition éducative. Ils vont former des élites, finalement. Et donc, c'est un levier d'influence considérable sur la société. Ils ne disent pas, nous, on forme des gens avec des ceintures de terrorisme. Non, nous, on forme des avocats, nous, on forme des chirurgiens. Évidemment, ils vont se faire une place dans la société, mais ils seront porteurs de l'idéologie. Deuxièmement, les jésuites, ça les a beaucoup inspirés. Les jésuites, ça a été fondé par Ignace de Loyola. C'est-à-dire, c'était un militaire basque dans l'armée espagnole au XVe siècle. Et il a créé un mouvement qui était très structuré, comme l'armée. Eh bien, on retrouve ça chez les frères musulmans, comme on retrouve ça d'ailleurs chez les francs-maçons, avec les ordres et les degrés. Ensuite, vous avez une dimension secrète du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est apparent, puis il y a quelque chose qui est dissimulé. Et il y a un pacte de secret qui est passé entre eux. On le voyait avec les trotskistes, c'était très clair, on ne savait pas. D'ailleurs, quelqu'un comme Lionel Jospin, il a dit longtemps après qu'il avait appartenu au mouvement trotskiste. Eh bien, c'est là la dangerosité de ces frères musulmans, c'est qu'on ne sait pas qu'ils sont frères musulmans, ils ont l'instruction de ne pas le dire et ils peuvent s'appeler autrement. Enfin, quatrième point, il y a vraiment une structure paranoïaque. Vous savez, les paranoïaques sont des gens qui vont agresser les autres parce qu'ils pensent que les autres sont hostiles, mais en réalité, ils nourrissent eux-mêmes un plan. Donc les frères musulmans, comme beaucoup d'islamistes d'ailleurs, vont dire « mais le monde est islamophobe ». Donc comme le monde est islamophobe, on va s'organiser pour contrer, si vous voulez, cette islamophobie. Mais leur projet est évidemment un projet éminemment dangereux. On l'a dit tout à l'heure, c'est faire flotter le drapeau de Mahomet au Vatican, à Washington, sur la place Tiananmen. En fait, ils ont un projet de conquête du monde. Mais simplement, je veux dire, pour compléter ce que disait Guillaume, c'est qu'en France, nous avons deux types d'islamistes. Des islamistes djihadistes violents, on l'a vu avec les attentats du Bataclan par exemple, et des islamistes a priori non violents que sont les frères musulmans. Mais deux choses. Un, le fait qu'ils soient apparemment non violents ne les empêche pas d'être extrêmement dangereux, notamment par leur politique d'infiltration. Et deuxièmement, ils peuvent tout à fait passer à la violence. On a vu leur logo avec les deux épées. On a vu que dans la mort de Samuel Paty, il y avait eu un continuum, puisqu'en fait, les accusations contre Samuel Paty avaient été lancées et relayées dans le milieu frères musulmans avant d'aboutir à un passage à l'acte djihadiste. Donc il y a continuum. Et ces frères musulmans, qui sont considérés comme une organisation terroriste, par exemple aux Émirats arabes unis, sont soutenus par des États étrangers, notamment le Qatar et la Turquie d'Erdogan, qui sont les deux grands parrains. Et on voit que, par exemple, en Égypte, quand les frères musulmans ont exercé brièvement le pouvoir avant d'être renversés en 2013, au moment où ils ont été renversés, ils ont essayé de prendre les armes et de déclencher une insurrection qui n'a pas marché parce que le peuple les avait lâchés. Donc il ne faut pas croire qu'ils seraient définitivement non violents. Alexandre Delval, je me tourne évidemment vers vous. On l'a bien compris à travers ce que viennent de nous dire Guillaume Bigot et Jean-Loup Bonamy. Il y a deux techniques, la guerre et la politique. Finalement, les djihadistes et les islamistes. Laquelle de ces deux méthodes est la plus dangereuse, la plus à craindre sur le long terme, surtout, bien sûr? Je pense que sur le long terme, c'est l'islamisme que j'appelle institutionnel, celui des coupeurs de langue, qui utilisent l'antiracisme, qui infiltre, qui subvertit nos valeurs. Mais il ne faut pas négliger non plus, ça va être choquant ce que je veux dire, le génie de l'islamisme djihadiste. Pourquoi il y a un génie? Parce qu'à chaque attentat islamiste djihadiste, il faut bien raisonner, non pas du point de vue du naïf paumé qu'on recrute qui va se faire sauter. Il faut quand même être assez limité pour croire qu'on va pouvoir avoir des magnifiques vierges en se faisant sauter. Mais il faut se mettre à la place de celui qui l'a motivé à aller se faire sauter, qui lui ne va pas aller se faire sauter. Et celui qui l'a motivé, il veut utiliser l'arme du djihadiste comme une publicité. C'est l'action qui est un message. La violence est un message. C'est pour ça que vous parlez de génie ? Et je vais vous dire pourquoi. Et le génie de l'islamisme consiste en fait, grâce à un harcèlement permanent par la violence, de créer du sensationnel, donc d'attirer les médias et d'avoir ce qui coûte des millions à des entreprises normales, une publicité permanente. Tous les mois, on a un acte djihadiste, petit ou gros. On en parle dans toutes les chaînes, dans pratiquement tous les pays occidentaux, c'est récurrent. Il y a une publicité gratuite, permanente, en faveur d'une seule religion. Aucune religion n'a autant de publicité grâce au génie. Alors génie horrible, génie morbide,
de la violence qui est un acte de communication en tant que tel. C'est une publicité. Et c'est là qu'ils sont interdépendants, en fait. Je suis d'accord avec vous. Parce que cette publicité a-t-elle l'effet voulu d'une publicité en général? Pas forcément. C'est un échec stratégique parce que leur djihadisme ne leur permet pas de prendre le pouvoir. Bien entendu, au contraire, ils réveillent même d'une certaine hostilité, mais du coup, ça leur permet de fonder toute leur stratégie subversive d'entrisme et d'instrumentalisation de l'antiracisme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les grandes structures antiracistes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, les CRI, l'ENAR, tous ces réseaux, la FEMISO, c'est la jeunesse des frères musulmans qui ont fait parler d'eux avec l'affaire de la publicité pour le hijab, ils ont tous instrumentalisé cette idée et leur grande affirmation, c'est que les musulmans sont victimes d'un racisme. Et qu'est-ce que le racisme anti-musulman? Ça qui est fou, c'est le fait même de parler du djihadisme. Donc le djihadiste fait parler de lui, mais le fait qu'on en parle et qu'on ose dire qu'il y a une violence islamiste est en soi considéré comme la plus grande source de discrimination envers les musulmans. Donc en fait, les uns finalement alimentent les autres. Et on tombe contre-intuitif tout de même. C'est totalement contre-intuitif. Normalement, ça devrait détourner les gens. Pourquoi ça marche? J'ai deux exemples. Après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, qu'est-ce que fait le gouvernement de Hollande? Avec les impôts des Français, de vous et de moi, on va payer un clip qu'on a montré dans les chaînes publiques qui était abject, qui à mon avis était scandaleux en guerre psychologique. C'est un clip vidéo où on montrait des franchouillards méchants, racistes qui agressaient une gentille femme voilée. C'est le lendemain, c'est quelques mois, c'est en réaction aux attentats. Normalement, après les attentats islamistes qui sont suprémacistes, qui ont un leitmotiv, un motif suprémaciste, on devrait déconstruire leur idéologie et déparanoïser et montrer qu'ils ont en enfer. Non, qu'est-ce qu'on fait? Avec les impôts des Français, on véhicule leurs propres accusations. Les djihadistes souvent frappent en disant « vous êtes des sales islamophobes ». Et qu'est-ce qu'on répond? Oui, c'est vrai. Et on fait même une publicité dans les chaînes publiques en montrant que le français ce que vous nous dites, ne cesse d'agresser des femmes voilées. Ce terrorisme est tellement incompréhensible qu'on va rechercher en nous-mêmes ses raisons. C'est pas comment peut-on être persan, c'est comment peut-on être terroriste. Et donc, s'ils sont terroristes, c'est que nous sommes méchants, c'est que nous sommes islamophobes. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme? C'est-à-dire que les islamistes, on va dire bon teint, les islamistes et frères musulmans, apparaissent finalement plus acceptables. Alors ça, ils le font aussi. Ils ont théorisé, et là c'est très grave, depuis un certain nombre d'années, depuis 25 ans, les islamistes frères musulmans, dont Kardawi, qui est le père spirituel de toutes les organisations des frères musulmans en Europe. Qui est au Qatar actuellement. Il est d'origine égyptienne, il a été banni d'Égypte, et il est au Qatar, soutenu par les Qataris. Pour vous dire le profil, cet homme, il y a à peu près 10 livres en vente de lui en France, jusqu'à pas très longtemps, même un livre qui a incité à tuer. Les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer. Cet homme a fait des fatwas pour dire qu'Hitler avait bien fait son travail pour avertir les Juifs. On peut retrouver sur Internet pour nos auditeurs. Il est ultra-antisémite, il est complotiste. Il a également dit que même une femme peut se faire sauter dans un attentat kamikaze contre des Juifs ou en Irak. Vous voyez le genre. Et ces livres ont été longtemps disponibles dans les grandes librairies françaises. Il a préfacé Tariq Ramadan et il est le père spirituel de tout l'islam des frères musulmans en Europe et il est encore au conseil scientifique notamment de l'IHESS. Vous savez, la fameuse université qui a été donnée d'ailleurs grâce à Daniel Mitterrand pour un euro symbolique où on forme les imams européens et donc toutes ces stratégies des frères musulmans, c'est l'infiltration. Et donc, moi ce que je voulais justement rebondir là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a affaire à un mouvement qui en fait est un mouvement d'extrême droite. D'ailleurs, dans la pensée d'Hassan el-Banna, le fondateur de la confrérie, grand-père de Tariq Ramadan, voilà, vous avez en effet des éloges du fascisme italien et du nazisme allemand. Vous avez un mouvement qui est homophobe, qui appelle au meurtre des homosexuels. Misogyne. Un mouvement qui est violemment misogyne. Un mouvement qui est de manière pathologiquement antisémite. Pathologique, paranoïaque et obsessionnelle antisémite. Et ce qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, alors que ce mouvement est, on peut dire, à l'extrême droite de l'extrême droite, réussit à infiltrer les structures de l'antiracisme français. Et de l'antifascisme aussi. Et voyez, je vais donner un exemple, et c'est là où on voit la dangerosité du mouvement de la confrérie des frères musulmans. Par exemple, vous avez en France la chaîne AJ+, qui est dépendante d'Al Jazeera, financée par le Qatar, et ce mouvement, cette chaîne qui est tenue par les frères musulmans, fait beaucoup de choses dans la lutte contre l'homophobie, dans la lutte contre la transphobie, la convergence. Et donc pour récupérer l'intersectionnalité. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la révolution islamique en Iran. L'ayatollah Khomeini, islamiste, s'était allié aux communistes
pour renverser le Shah d'Iran. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, il a fait massacrer les communistes en leur disant « vous êtes des matérialistes, vous êtes des athées ». Il était influencé par les frères musulmans, ce qui n'est pas connu. Il était chiite, mais influencé par la pensée de Sayyid Qutb, dont il a fait des rues et des places. Oui, en Iran, il y a un timbre à l'effigie de Sayyid Qutb. Mais quelque chose de très important que je voulais terminer, la preuve de leur efficacité, c'est que comme ils ne se disent pas djihadistes en Europe, alors qu'ils le sont ailleurs. Mais en Europe, ils ont réussi à faire croire qu'ils étaient anti-djihadistes. Ils ont réussi à avoir l'approbation de pouvoirs publics, parfois même de services secrets et de services de police. Et pourquoi ? Parce qu'ils disent, nous, on n'est pas loin du djihadisme. Mais si vous nous donnez des espaces d'extraterritorialité, des exceptions, des piscines séparées, des avantages pour vivre dans notre ghetto volontaire, pour ne pas être contaminé par les impies, eh bien, on vous aidera à calmer certains terroristes. En gros, c'est le terroriste qui vous dit, je vais calmer les terroristes. Vous me payez. Vous me donnez des gages. Achetons la paix sociale. Et c'est pour ça qu'ils ont baptisé l'Europe et la France Dar el-Shahada, Dar el-Dawa. Ça veut dire la terre du témoignage ou de l'annonce. Et alors que normalement, dans la démonologie géopolitique islamiste, l'Europe, c'est terre de la guerre. Et pourquoi on n'est plus terre de la guerre ? Parce que dans l'extrême culpabilité et naïveté de l'Européen, l'islamiste a vu finalement, c'est plus vraiment des ennemis. L'Europe, c'est le maillon faible. Il nous paye. L'Europe est le ventre mou de la conquête. Mais il faut le dire à nos éditeurs, on paye les frères musulmans. Ils reçoivent de l'argent de l'OSCE, de l'argent de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, des mairies, de nombreuses associations avec l'argent public, et donc on les paye pour faire leur prosélytisme. Là, on est sur le cœur du problème. Est-ce que souhaitent peut-être comprendre les gens qui nous regardent ce matin, encore une fois ? Moi, j'ai deux questions très simples pour conclure. Déjà, à quel point les frères musulmans sont-ils présents en France, quantitativement, vraiment factuellement ? Et surtout, à défaut d'interdire cette idéologie, d'interdire ces frères musulmans, comment peut-on lutter contre cette idéologie, cette propagande ? Alors, c'est très simple. C'est ce que j'ai dit dans l'enquête de la commission. D'abord, comment on les quantifie en France ? Alors, pour les quantifier, en France, c'est pas là où ils sont le plus nombreux. Mais ils représentent un réseau de... Combien de mosquées, par exemple ? Entre 150 et 200 mosquées, c'est quand même déjà pas mal. Ils ont des figures, mais ils ont aussi Qatar Charity, c'est le fonds qatari qui les finance, et l'European Trust. Ils ont quand même de l'argent derrière eux, en plus du contrôle du halal. Ils sont pas les plus nombreux, c'est les Marocains en ce moment qui ont gagné les élections au sein du Conseil français de culte musulman. Mais il y a aussi des mosquées qui sont hors CFCM. Les leviers pour contrer cette idéologie. Et les leviers pour contrer cette idéologie, c'est très simple. C'est ce qu'on a dit à la commission d'enquête du Sénat. Puisque leurs références sont djihadistes, ils disent que le djihad, c'est le 6e pilier de l'islam, alors qu'il n'y en a que 5. Puisqu'ils sont djihadistes, antisémites, complotistes, culte de la violence et suprémacisme avec un racisme antisémite et anti-chrétien et anti-athée qui est absolument stupéfiant, eh bien, on peut les ranger dans la catégorie des révisionnistes ou des nazis, c'est-à-dire des idéologies que la France interdit légalement. On peut, et ils sont, comme je crois l'a fait l'Autriche. On a bien interdit des associations comme les identitaires, mais ils sont bien plus nazifiants que les identitaires. Ils sont couverts de subventions et alors qu'ils sont bien plus nazifiants que des mouvements d'extrême droite qu'on a interdits. Je ne suis pas là pour défendre des mouvements d'extrême droite, bien sûr, mais c'est-à-dire, vous dites entre génération identitaire et les frères musulmans, c'est le jour et la nuit. Ils sont beaucoup plus nazis. Ils sont ouvertement antisémites, suprémacistes, complotistes. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas les interdire ? Des mouvements terroristes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas les interdire en France ? Moi, j'ai J'en ai parlé souvent, y compris avec votre collègue que j'aime beaucoup, juge Fenech, et avec d'autres juges. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas pénalisé et criminalisé idéologiquement et juridiquement, non pas uniquement une association locale, mais la mouvance des frères musulmans, en montrant qu'elle est liée au terrorisme, au nazisme historiquement et à l'antisémitisme, on ne pourra pas l'interdire. Mais si on le prouve, et c'est très facile, on peut faire une loi qui montre que, comme le révisionnisme, cette idéologie est dangereuse, contraire à nos valeurs et interdite. Merci beaucoup, Alexandre.